Bonjour à tous. J'étais agréablement surpris, on parlait d'agents intelligents. Il y a un film qui vient de sortir cette année sur une société qui avait 20 ans d'avance, qui s'appelait General Magics, et qui a été un peu la pionnière, même 30 ans, pardon, qui a inventé l'iPhone, avant l'iPhone, les agents intelligents. C'était intéressant de le noter. Alors, très brièvement, la question que nombreux d'entre nous se posent, c'est comment survivre à la révolution numérique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours en quelques images. Dans les années 80, comme beaucoup, j'imagine dans la salle, j'étais un hacker. Ensuite, j'ai eu envie de parler de la technologie, donc je suis devenu journaliste et j'étais notamment à San Francisco lors de la première vague Internet. J'ai eu la chance de rencontrer quasiment tout le monde là-bas. Et puis un jour, en faisant une interview, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être cette personne, et donc je suis devenu entrepreneur. Alors moi, mon obsession, c'est plutôt tout ce qui est consumer Internet, donc notamment avec la boîte qu'on connaît le mieux, c'est NetVibes, donc l'idée de reprendre le contrôle de son attention. Et puis ensuite, ma deuxième société que j'ai montée avec les fondateurs de Skype, c'était l'idée de reprendre le contrôle de ces données. C'était il y a 10 ans, 11 ans pour être précis. Donc on a fait pratiquement toutes les erreurs possibles. On a construit notre propre ordinateur, notre propre OS, et puis Google est arrivé avec Chrome OS, et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça devenait très difficile quand on fait du consumer, c'est-à-dire quand on veut contrôler l'interface de l'utilisateur, de pouvoir interagir dans un monde qui devenait de plus en plus fermé avec Apple d'un côté, Android et des terms of service qui limitent les possibilités. Alors, en 2015, j'ai eu un événement un peu difficile, en fait une suite d'événements un peu difficiles, puisque étant en retard à un des dîners que je devais aller à un dîner d'anniversaire, qui s'est trouvé être un des endroits où il y a eu les attentats de 2015. Une bonne partie de mes amis là-bas sont décédés, donc j'ai la chance, j'étais en retard, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Et ensuite, il s'est passé d'autres choses. J'ai vu une amie qui a été assassinée la veille du Brexit, et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais évidemment assez énervé. Je me suis dit, comment est-il possible que la technologie, cette chose que j'aime plus que tout, qui m'a défini depuis mon enfance, est devenue quelque chose qui génère l'impensable. Et c'était le début. Hein. Après, il y a eu le Brexit, l'élection de Trump. Enfin, il y a eu tout un ensemble de choses qui défient la raison. Et en fait, j'étais également extrêmement confus parce que, d'une certaine manière, j'arrivais pas bien à comprendre où va-t-on. Comme beaucoup d'entre vous, j'adorais la technologie, j'en mangeais tout le temps, j'étais entre Paris et la Silicon Valley, c'était vraiment une vision, on va dire, sans faille. Et donc la question que je me suis posée depuis 3 ans, c'est est-ce que la technologie est encore une force pour le bien ou pas? C'est une vraie question. Hein. D'un côté, vous avez la question de l'automatisation, qui est anxiogène pour tous les gens qui vont être remplacés par les robots. Ce discours permanent sur le remplacement, l'automatisation, l'organisation, l'optimisation, qui, pour des gens comme nous, est plutôt excitante, mais pour les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, pas toujours quelque chose de très... Puis, un sujet qui m'inquiète le plus, c'est évidemment la démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé, notamment en Angleterre, avec une société qui s'appelle Aggregate IQ, qui a hijacké l'élection du Brexit, puisque la plupart des gens qui étaient pour le Brexit ont vu des publicités sur Facebook que l'autre camp n'a jamais vues. C'est ce qu'on appelle le dark posting. Vous avez également ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc soudain, on s'est rendu compte que ces infrastructures étaient faillibles. Pardon. Alors quand je ne sais pas quoi faire, je repars vers les sources. Et ça, c'est Marshall McLuhan, qui a écrit plein de choses. Il a dit de médium et le message, vous connaissez ça évidemment par cœur, mais il a aussi dit un jour que nous bâtissons nos outils et après nos outils nous shape. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est une voiture qui a 120, 130 ans. Elle est exactement comme la voiture que nous avons aujourd'hui. Elle a 4 roues, un moteur à explosion, peut-être un moteur électrique.
Mais imaginez comment on a changé le monde pour permettre à la voiture d'exister. On a entièrement réinventé à la fois la manière dont on consomme l'énergie, la manière dont on se déplace. Et finalement, c'est un peu la même chose qui s'est passée dans le numérique. On a inventé le web il y a maintenant 30 ans, une invention qui était à la fois ouverte, accessible à tous. Et puis ensuite, on a inventé ces appareils qu'on a mis dans les 3/4 des mains de l'humanité. Évidemment, le téléphone, c'est la ligne bleue. Ça donne quand même le vertige. Et le problème, c'est qu'on a construit le monde qui va avec ça. Alors on imaginait, évidemment, ça c'était 2001, il y avait déjà des iPads dans le film, si vous vous rappelez. On a glorifié le monde des startups, et puis en fait, aujourd'hui, on a ça, on a les big tech. On a la relation entre la politique et la technologie. J'aurais pu prendre la même photo il y a 20 ans, 30 ans avec John Doerr, qui est un des investisseurs de Google, avec Clinton. Mais j'ai pris celle d'Elon Musk avec évidemment Steve Bannon. Cette chose qui pour moi me semble aussi incroyable, il y a 30 ans, si j'avais entendu parler de licornes et de géants, j'aurais cru être dans un conte de fées. Mais ici, il s'agit de la section business du New York Times. La surveillance, qui devient problématique parce que quand elle n'est pas comprise, elle n'est pas acceptée. Vous avez vu ce qui se passe en Chine, mais aussi maintenant aux États-Unis avec le crédit social. Et évidemment, depuis 2-3 ans, une forme de narratif permanent autour. Alors là, j'ai pris Amazon, mais j'aurais pu prendre Facebook ou Google. Il n'y a plus un jour sans qu'une des 4, 5, 6 sociétés de tech ne soit accusée de telle ou telle chose. Alors la question qui se pose pour beaucoup d'entre nous, et c'est ce que j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est que désormais, alors ça je reviendrai plus tard sur ce que je fais, mais désormais la relation à la technologie est exclusivement politique, elle n'est plus technologique. Elle l'a été dans les années 70, dans les années 80, on bénéficiait d'une forme de candeur, de possibilités infinies. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait a des conséquences qu'il faut gérer, indépendamment des technologies, indépendamment des sociétés. Il se trouve que je connais pas mal des fondateurs des big tech, et en général, dans les équipes, les gens veulent toujours bien faire, mais voilà, il y a les conséquences non attendues de la technologie. Il y a un ensemble de choses qui semblent nous échapper. Et donc, pour moi, une des théories, c'est que la manière dont on a développé la technologie, et là, évidemment, je vous montre un centre-serveur, quand on essaye de se dire à quoi ça ressemblerait si j'étais dans le monde de la nourriture. On a créé des choses extrêmement commoditisées, inhumaines d'une certaine manière, et on s'est laissé totalement dépasser par ces infrastructures. Les valeurs que l'on respecte et qu'on aime, l'unicité, être adressé en tant que personne. D'une certaine manière, les grandes plateformes sont devenues les McDonald's de la pensée. Ce qui est fascinant avec McDonald's, on l'oublie, c'est que le Big Mac, en France, est fait avec des tomates françaises, de la viande française, des pommes de terre françaises. Au Danemark, également avec de la viande danoise, mais ça reste le même produit. Et aujourd'hui, on a une générification, commoditisation de notre infrastructure qui a des conséquences. Nous sommes tous gérés de la même manière. Nous ne prenons plus vraiment le temps d'apprécier les choses. On est dans l'optimisation permanente. Je rigolais avec un ami, apparemment, une start-up qui vient de lever de l'argent aux États-Unis qui optimise tout votre temps libre pour vous caler des rendez-vous supplémentaires, comme si on n'avait pas besoin déjà de temps pour soi. Faire les choses bien, pas sortir des produits et puis voir ce que ça va donner. C'était une culture qui existait dans le monde non technologique et qu'on a un peu perdu. Vous savez que chaque email aujourd'hui est l'équivalent de la mémoire d'un ordinateur personnel en termes de taille qu'il y avait dans les années 80. Vous envoyez l'équivalent d'un ordinateur à chaque fois que vous envoyez un email. On ne sait plus optimiser, on produit comme si les ressources étaient illimitées.
Et donc, à partir de là, je me suis posé la question de savoir comment on peut faire évoluer tout ça. La première des choses, c'est la transparence. C'est le premier danger auquel vous serez confrontés, auquel les grandes plateformes sont confrontées. Quand je fais quelque chose, que je le vois à l'écran, quand je like une photo sur Facebook, j'ai l'impression de liker une photo, j'ai l'impression que la photo, qu'une notification va dire à la personne, voilà, cette photo a été likée par Tariq. Mais la réalité, c'est qu'il y a une quarantaine de choses, d'algorithmes qui vont modifier mon profil publicitaire, la manière dont les choses sont faites, qui sont totalement invisibles. Et un jour, si vous cliquez par exemple sur les soupes Campbell, vous allez vous retrouver dans une mailing list du Parti républicain ou d'un acteur qui va essayer de modifier votre vote. Donc on se retrouve en fait dans une situation où finalement le fait d'écouter de la musique désormais analysée peut définir vos orientations sexuelles, vos orientations politiques. Et on ne le sait pas. On ne fait que juste jouer de la musique. La deuxième chose, c'est la question de l'attention, de la manipulation. Quand on a énormément de données, quand on a énormément de pouvoir, on a finalement le même pouvoir entre un enfant et un parent. Finalement, un enfant entendra absolument tout, croira absolument tout ce que vous lui dites. Quand on a ce pouvoir, en fait, il faut apprendre à se restreindre et à être certain qu'on ne va pas manipuler, modifier les usages. Parce que quand on le fait at scale, comme on le dit souvent aux États-Unis, on ne contrôle plus cette manipulation. Elle a échappé. Regardez ce que Facebook dit. En fait, les équipes de Facebook sont vexées que leur infrastructure ait été piratée par la Russie ou par d'autres acteurs. Ils n'avaient pas pensé à ça. La dernière chose qui est fondamentale, ce n'est pas la vie privée, mais véritablement le droit à la vie privée. Et ça, je pense que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important. Pour l'instant, quand on parle de privacy, on vous dit toujours « Ah, toutes ces données que l'on donne, que l'on met à disposition, qui ne sont d'ailleurs pas souvent vendues, puisqu'elles sont simplement mises à disposition, ou en tout cas l'insight est vendu, mais pas forcément les données privées. » Mais ce n'est pas de ça dont on devrait parler. Je ne sais pas si vous connaissez le mode incognito de Google, qui est un mode qui vous permet de naviguer et de dire « Là, j'éteins, je ne veux plus que le fil de données soit analysé, c'est mon temps à moi, c'est mon temps privé. » Alors, certaines plateformes comme Google ont commencé à implémenter ces choses, mais ça va devenir une nécessité, parce que si vous n'avez pas ce droit à la vie privée, de plus en plus de gens vont se dire, dans ce cas-là, je vais utiliser autre chose. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle de 15 ans, qui a démarré avec l'IPO de Google et qui finit en ce moment avec tous ces scandales et qui vont nécessiter une nouvelle vision. Sachant qu'en fait, aujourd'hui, en plus de cela, nous sommes dans une phase absolument fascinante. Il y a cette fameuse guerre froide, c'est le terme de Bloomberg, entre la Russie, entre la Chine et les États-Unis, une nouvelle façon d'organiser l'informatique qui montre à la fois les faiblesses et des Chinois, mais également des États-Unis, qui se retrouvent avec Trump qui joue entre les deux dans une situation inconnue. On entre dans une forme d'inconnu aujourd'hui numérique. Toutes les certitudes que nous avions d'ailleurs accumulées dans ces 20, 30, 40 dernières années, sont questionnées. Et pour moi, la question qui se pose notamment en Europe, c'est de savoir comment on construit, et c'est ce que j'essaye d'expliquer ici dans cette phrase, comment peut-on construire un environnement qui soit compatible avec les valeurs et le mode de vie, mais qui soit surtout accepté et dont l'impact est accepté. Parce qu'aujourd'hui, on a mis sur le marché des technologies sans véritablement connaître leur impact, sans véritablement réfléchir aux conséquences à long terme. Et aujourd'hui, ce genre de choses seront nécessaires. On ne pourra plus mettre sur le marché des choses et dire « bon, c'était juste pour voir, on va repasser à autre chose, c'est une version bêta ». Ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années doit nous servir de leçon. Et espérons-le, on va pouvoir construire une informatique,
du logiciel plus éthique, plus respectueux. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. Tu aurais pu rajouter que 80% des cadres de la Silicon Valley refusent que leurs enfants utilisent les technologies qu'ils développent eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Si, vas-y, ils vont te l'ouvrir. Effectivement, il se trouve que je connais quelques-uns des patrons de ces grandes boîtes. Et effectivement, ils ont interdit à leurs enfants l'accès aux écrans. Je connais quelqu'un qui a travaillé longtemps sur le fil d'actualité de Facebook, qui aussi refuse que ses enfants utilisent les jeux, notamment les jeux addictifs. C'est vrai qu'on a développé ces technologies avec une forme d'idéalisme. Et maintenant que ces technologies englobent, dévorent le monde, on se rend compte qu'on n'a pas forcément pensé prenons le cas de YouTube, où aujourd'hui, dès qu'on prend une vidéo, la prochaine vidéo sera plus trash, plus dure, et puis au bout du compte, on l'a vu là, il y a un article incroyable qui est sorti, cet Américain qui s'est radicalisé algorithmiquement, qui est passé d'un type normal à l'extrême droite, ce qu'on appelle aux États-Unis l'alt-right, et qui ensuite, l'algorithme ayant décidé de le remettre vers le centre, est repassé du côté démocrate. Et là, il vient de demander en fait à YouTube d'extraire l'ensemble de ces données qui vont être étudiées par des chercheurs. Et c'est fascinant. C'est-à-dire on est dans un monde où une forme de boîte noire qu'on a construit et qu'on ne comprend pas véritablement. Donc il faut être très très humble. Je pense qu'on a eu une période où on était que j'ai eu quand j'étais notamment dans la vallée, où c'est fantastique, on va révolutionner le monde. Et aujourd'hui, il va falloir apprendre à faire les choses un peu différemment et avec un peu plus d'humilité. Merci beaucoup.